Somnifère, le podcast. La morale est bien souvent le passeport de la médisance, affirmait Bonaparte. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 12 octobre et Somnifère vous emmène ce soir dans un petit village de l'Aisne où vit Lucie, une mère célibataire qui assume sa décision d'avoir fait, comme le dit l'expression, un enfant toute seule. Malgré les médisances et les petits commérages, cette mère et son fils font bientôt faire la fierté de leur petite commune conservatrice. C'est une histoire de l'auteur Pégaud intitulée « L'armoire qui rit ». Et juste avant cela, on se détend ce soir au bruit des vagues. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et prenez quelques instants pour relâcher toutes les tensions. Quand vous êtes prêt, prenez une grande inspiration, gonflez votre ventre et expirez à votre rythme. À nouveau, une grande inspiration, on gonfle les poumons un maximum et on évacue toutes les tensions à l'expire. Imaginez-vous à présent sur une plage. La température est idéale. Nous sommes en fin d'après-midi. Le soleil va bientôt se coucher. Il ne fait ni trop chaud ni trop frais. Prenez quelques instants pour visualiser du mieux que vous le pouvez votre plage, dans ses moindres détails. C'est peut-être une plage que vous connaissez ou une plage que vous imaginez. Observez la couleur de l'eau. La couleur du sable. L'odeur du sel et de la mer. La brise qui vous caresse le visage. Imaginez-vous marcher tranquillement au bord de l'eau en écoutant la douce musique des vagues qui vous accompagne. Notez la sensation du contact de vos pieds avec le sable tiède. Observez comme c'est agréable. La plage est immense.
Vous continuez d'écouter les vagues s'écraser sur le rivage. Vous êtes désormais tout près de l'eau et vous pouvez sentir la brume de l'océan sur votre peau. Vos pieds s'enfoncent dans le sable tiède et quelques grains viennent se loger entre vos doigts de pied. Portez simplement votre attention sur votre respiration, sur l'air qui entre et sort de vos narines, et laissez-vous bercer par la musique des vagues, sans rien attendre de particulier. Vous vous approchez un peu plus de l'eau et le sable devient plus ferme, plus humide. Une vague s'approche doucement de vos pieds et les immerge avant de reculer. Les vagues continuent de s'échouer sur vos pieds et vos chevilles alors que vous prenez un grand bol d'air frais. Vous continuez de marcher et d'avancer dans l'eau claire et limpide. L'eau est si claire que vous pouvez voir vos pieds à travers. Et les rayons du soleil filtrés par l'eau qui ondulent sur vos pieds nus. Vous pouvez, si vous le souhaitez, aller plus loin dans la mer et même nager dans l'eau claire, ou alors simplement rester là et profiter du moment.
vous sentez en paix et en phase avec votre environnement. Continuez de porter votre attention sur votre respiration et sur le bruit des vagues qui vous bercent et vous réconfortent. Prenez quelques instants pour vous concentrer sur ce que vous voyez autour de vous. Les odeurs, les sensations de l'eau contre votre peau, les sons que vous pouvez entendre. Le goût de l'eau salée à vos lèvres. Vous continuez de vous promener sans but précis au bord de l'eau, alors qu'un sentiment de bien-être et de quiétude s'installe. Vous décidez de vous allonger un moment et de vous laisser bercer par le bruit des vagues. Peut-être sur une chaise longue, peut-être sur une serviette, peut-être à même le sable. Vous vous allongez et continuez de relâcher toutes les tensions. Sentez comme un vent de relaxation venir envelopper la plante de vos pieds. Et remontez lentement vers vos chevilles qui se détendent. Ainsi que vos mollets qui se décontractent. Vos genoux. Vos cuisses. Vos hanches. Votre ventre. Le bas de votre dos. Jusqu'à remonter lentement, vertèbre par vertèbre, en douceur,
jusqu'au trapèze. Puis vos épaules et votre nuque qui s'abandonnent. Votre mâchoire, votre langue, vos tempes, le point entre vos deux sourcils, et le dessus de votre tête. Vous vous sentez à l'aise et en paix. Un peu comme dans du coton. Laissez les tensions se dissiper et laissez-vous lentement déconnecter. À présent, portez simplement votre attention sur votre respiration et sur l'air qui entre et sort de vos narines. Et laissez-vous bercer tranquillement au bruit des vagues et de la mer. Vous êtes calme et détendu.
l'histoire du soir. Loin des agitations urbaines, vivait Urbain. Ça ne s'invente pas. Il devait son prénom à sa mère Lucie, qui avait tenu absolument à le lui attribuer car il était né d'un père inconnu, de lui du moins. Elle l'avait voulu ainsi. Son désir de femme libre avait été plus fort que tout. Après avoir conçu son enfant à l'insu d'Albert, son géniteur, elle n'eut plus aucun contact avec lui. C'était pourtant quelqu'un de bien, comme on a coutume de dire, mais il ne s'en émut pas plus que ça, ne sachant rien. De son côté, Lucie se rendit compte rapidement qu'elle avait réussi la première étape de cette aventure qu'elle avait souhaitée exclusivement sienne. Du coup, elle avait élevé Urbain toute seule, parfois avec difficulté, mais toujours avec dignité et un sens pratique qui forçait l'admiration. N'étant ni sourde ni aveugle, elle avait vite repéré les langues de vipère et avait su toiser ceux dont les mauvaises pensées transpiraient par tous les pores de la peau. Elle avait un caractère bien trempé et chacun s'en était vite rendu compte, si bien que très vite cela cessa. Urbain grandit merveilleusement bien, sachant lui aussi très vite répondre comme il le fallait aux autres enfants trop curieux. Ils habitaient dans l'Aisne, et le rythme particulier des habitants de cette région trop méconnue lui avait parfaitement convenu. Adolescent, il devint en quelque sorte la coqueluche des filles de sa génération. Plutôt beau garçon et très vif d'esprit, il avait cette image de jeune libertaire que lui conférait sa situation familiale. Succès assuré. En effet, il avait hérité de son père une indéniable intelligence, un sens pratique très développé, et paradoxalement venant de quelqu'un dont il n'avait jamais entendu le son de la voix, une facilité d'élocution remarquable. C'est du moins ce que défendait sa mère, trop modeste pour s'attribuer quoi que ce soit. Pourtant, difficile de penser que sa ténacité face aux épreuves puisse venir de quelqu'un d'autre. Elle l'avait lourdement armé pour affronter les vicissitudes de la vie. Il se lança à corps perdu dans les études malgré sa condition relativement modeste. L'un de ses instituteurs, un véritable hussard de la République à l'ancienne, tel qu'ils avaient œuvré au début du XXe siècle, l'avait en quelque sorte cornaqué, ayant repéré chez lui des facultés intellectuelles très au-dessus de la moyenne. Grâce à lui, il put entrer dans un collège, puis un lycée renommé, passer et obtenir ce fameux baccalauréat. Dans son village faiblement peuplé, il fut le seul de sa promotion à être reçu. Il n'en tira aucune fierté mal placée, mais n'oublia rien. Lors de la petite réception qui fut donnée en son honneur par Lucie à l'occasion de ses 18 ans, il en profita tel un orateur chevronné pour rendre d'abord un hommage appuyé à sa mère. Toutes les personnes présentes, c'est-à-dire 90% de la population du village, applaudirent comme un seul homme. Mais quand il embraya sur ce qu'il devait génétiquement à son pourvoyeur de gamètes, comme il s'amusait à l'appeler, on vit plusieurs personnes baisser la tête et regarder leurs chaussures. Son regard à lui, noir et étonnamment affirmé pour son âge, intimida même ceux qui, il y a quelques années, la ramenaient le plus fort. C'était en quelque sorte un solde de tout compte. Il n'en parlerait plus jamais. Il termina intelligemment et malicieusement son petit propos par un encouragement pour les petits du village à suivre son exemple, sans oublier d'enlever les bêtises qu'il avait pu faire également. La salle rit, et tous étaient devenus des soutiens. Sa voix, déjà devenue celle d'un homme, portait haut ses propres valeurs. Après le lycée, il se lança dans des études à visée professionnelle. Son rêve secret depuis petit
il était désormais en mesure de l'accomplir, être ébéniste. Pas un simple ébéniste, mais le meilleur de sa profession. Le bois, c'était sa matière. Il savait déjà plus ou moins la façonner à sa guise, mais voulait plus. Il voulait la maîtriser. Les compagnons du devoir lui apparurent comme une évidence. D'ailleurs, leur devise, servir sans s'asservir ni se servir, était faite pour lui. Il s'y lança corps et âme avec succès. Son tour de France accompli en 2 ans fut un enrichissement de tous les jours. Toutes ces rencontres le bonifièrent en même temps qu'elles le grandissaient. Il l'étendit même jusqu'à un passage de quelques mois en Norvège où le bois est roi. Il n'avait pas mis longtemps avant de se fixer un objectif aussi ambitieux qu'il pouvait l'être. Il se lança le défi de recréer une armoire de type normande en chêne massif. Il y mit tout son cœur et tous ses muscles. Il passait ses nuits à rêver armoire, se réveillant parfois en pleine nuit pour noter ce à quoi il venait de songer. Parfois, c'était un motif très précis qu'il dessinait immédiatement pour ne pas l'oublier. D'autres nuits, c'était un montage malicieux d'assemblage de planches qu'il avait imaginé dans son sommeil et qu'il devait retranscrire dans les moindres détails sous peine d'oubli définitif. Durant plusieurs mois, il échafauda minutieusement de ce qui serait sa réussite. Ses maîtres d'œuvre étaient soufflés de tant d'investissement dans la réalisation de son travail. Ils avaient vu passer des centaines de jeunes, mais rarement, pour ne pas dire jamais, avec autant de ferveur. Urbain se sentait comme investi d'une mission. Son abnégation avait forcé l'admiration dans tous les coins de France. Avant même de terminer sa grande entreprise, sa réputation avait déjà germé et grandi tel le haricot de Jack, à tel point que des espèces de comités d'accueil l'attendaient maintenant à chaque nouvelle destination. C'était comme une sorte de star avant l'heure. Il en était conscient, mais ne voulait surtout pas en tirer profit. Ce n'était pas dans sa nature. Bien au contraire, tous ses compagnons en furent bénéficiaires. Il avait exigé, par exemple, que tous soient logés à la même enseigne, au vrai sens du terme, c'est-à-dire logés et nourris décemment, et tous sur un pied d'égalité. Du coup, au terme de ces 2 années, et même davantage, ils avaient gardé le contact et formé désormais ce qu'on appelle une bande de copains. Son armoire était un véritable bijou dont la matière première était inhabituelle, le bois. Les spécialistes qui l'examinèrent au terme de son tour de France rivalisaient de vocabulaire vantant cette réussite. Il est vrai que les motifs en forme d'épi de blé étaient si réalistes qu'ils donnaient presque faim. En les admirant, on voyait le pain croustillant, encore chaud, qu'il permettrait de produire. Les grappes de raisin en relief donnaient soif rien qu'à la pensée du nectar qu'elles pourraient donner. Mais le plus merveilleux restait cette odeur si particulière et agréable des essences de bois qu'il avait si bien su marier. Même la maquette qui lui servit de base à la construction effective de son œuvre fut demandée par son village natal. Quand il l'apporta à la petite mairie, ce fut l'événement de l'année. Le maire en haute tenue l'accueillit avec une délectation qui se lisait dans ses yeux scintillants. Mais la seule personne que le désormais adulte Urbain dévorait des yeux, c'était Lucie. Sa mère adorée, vénérée, à qui il avait constamment et régulièrement écrit chaque dimanche pour lui raconter l'avancée de son aventure. Elle ne s'était pas privée d'en faire profiter ceux qu'elle tenait en estime, c'est-à-dire, en réalité, la quasi-totalité du village. Elle n'avait ni du temps à perdre, ni de l'énergie à gaspiller en colère ou en haine.
comme elle le racontait souvent à ceux qui s'étonnaient de cet état de fait. Tout le monde le lui rendait bien, à elle qui s'était retrouvée toute seule très tôt dans sa vie. Les rares aventures sentimentales qu'elle eut, elle les vécut hors du village, non par volonté sournoise de se cacher, mais par pudeur. Quelques voisins avaient bien supposé que ces absences occasionnelles très espacées devaient cacher une bien légitime vie affective, voire amoureuse. Personne, cependant, n'avait jugé bon de l'évoquer. C'était son affaire et son droit. D'ailleurs, dans une de ses lettres, Urbain avait effleuré ce sujet délicat pour un fils vis-à-vis de sa mère. La solitude n'est plus une maladie honteuse, lui avait-il écrit en fin de mois de décembre. Tiré d'une chanson d'Hubert Félix Stephen, un jurassien qui fait une magnifique carrière en dehors des sentiers médiatiques classiques, il avait fait sienne cette citation qu'il trouvait merveilleuse, tout comme d'ailleurs la chanson dont elle fait partie. Lucie avait bien saisi le message et sourit grandement à sa lecture. Oui, son fils était bel et bien devenu un homme qui commençait à saisir les variations infinies et subtiles de la vie. D'ailleurs, elle se demandait si par hasard ce message n'avait pas également un but implicite qui serait de poser les premiers jalons d'une future présentation. Urbain aurait-il trouvé un ou une partenaire? Elle se garda bien de faire une quelconque enquête, ni même d'évoquer ce sujet. Elle le savait réservé et tout à fait capable de choisir le moment adéquat pour cette éventuelle rencontre. Et de fait, son instinct ne l'avait pas trompé. La journée consacrée à la réception de la fameuse maquette se termina bien évidemment par le traditionnel vin d'honneur, à l'occasion duquel on dénombre toujours quelques irréductibles assoiffés. À cette soirée, Urbain avait convié Amna, qu'il avait rencontrée en Norvège. La vie fit le reste. Ils habitaient désormais au bout de la rue aux Fraises. Son numéro, puisque tout le monde et surtout le facteur savaient où c'était. Urbain devint effectivement un ébénisme renommé, et Amna une femme notaire très compétente. La venue d'un premier enfant fut l'ultime occasion pour Lucie d'une pirouette totalement inattendue. Elle allait révéler à Urbain le prénom de son père inconnu, son pourvoyeur de gamètes. Il sollicita sa compagne, qui trouva cette idée merveilleuse. Et c'est les larmes aux yeux que le lendemain de la naissance de Théo, il alla le déclarer en mairie. Seuls détenteurs de ce secret, les 3 adultes s'offrirent peu de temps après l'accouchement un repas gargantuesque. Ils burent à la santé des Théo de nombreuses fois et plus jamais n'évoquèrent cette histoire qui se finissait bien. Bonne nuit. Bonne nuit.